tous et bienvenue comme d'habitude dans votre émission La Quotidienne que je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui. Alors pour cette émission, dans notre rubrique On s'occupe de vous, je vous propose de parler aujourd'hui du yoga, comment le yoga peut vous faire du bien. Donc on en parle dans notre rubrique On s'occupe de vous avec Anna Chiran. Ensuite, je reçois un invité dans notre rubrique C'est bien de chez vous, donc John Passa qui est sociologue. Nous parlerons donc de l'évolution de la coutume dans la société kanak. Donc cet entretien sera suivi d'un reportage sur l'exposition de la coutume kanak qui a lieu en ce moment au centre culturel Tibau. Et enfin pour notre rubrique Job et éducation, je vous propose de parler d'un métier, celui de coiffeur ou coiffeuse. Et pour ce faire, donc nous irons à la rencontre de Ujun qui s'est fait une bonne place donc au pays. On en parle dans notre rubrique Job et éducation. Pour l'heure, retrouvons notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Monga. Bonjour. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, vous êtes professeur en Calédonie depuis plus de 20 ans, mais vous êtes docteur en droit et historien. Mieux encore, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé donc, Des pérénigrations, donc je vais y arriver, des peuples à disposer d'eux-mêmes, et c'est donc l'objet de l'entretien aujourd'hui, et donc surtout que vous avez voulu partager avec nos téléspectateurs aujourd'hui. Alors pour commencer, donc je vais vous demander, on va dire, de vulgariser un peu, donc qu'est-ce que ça veut dire le mot, qu'est-ce que vous avez voulu dire par le mot pérégrination? Pérégrination. Merci beaucoup Élise de m'avoir invité ce jour pour faire la présentation de ce livre. Il s'intitule en effet Des pérégrinations du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Nouvelle-Calédonie, Nunavut, paru aux émissions L'Harmattan à Paris depuis le mois d'octobre. Alors, le mot pérégrination, effectivement, peut prêter à confusion. Il s'agit simplement ici de faire remarquer l'idée qui est dans le livre, qui tourne autour de déplacements incessants. On observe, en lisant le livre, effectivement, que le droit des peuples a tendance aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, à s'adapter aux différents contextes locaux et au contexte international, évidemment, qui changent. Et c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Je pense. Le cas de la Nouvelle-Calédonie, selon moi, effectivement, fait partie de ces nombreux cas où on observe l'adaptation dont je viens de parler. Mais je fais une comparaison avec un autre cas, le Nunavut. Nunavut, si vous permettez, je vais le présenter, c'est un territoire qui est incorporé au Canada, tout à fait au pôle Nord, là-bas, qui est dirigé par un gouvernement public, mais qui est à 86% composé d'Inuits. Donc, c'est un peuple autochtone, n'est-ce pas, qui revendique aussi à sa manière le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout comme la Nouvelle-Calédonie depuis un moment. Mais contrairement à la Nouvelle-Calédonie, donc là-bas, il n'y a pas de parti politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte? Voilà, effectivement, je viens de parler d'un gouvernement public. Il n'y a en effet pas de parti politique. Local, il s'agit d'une autonomie gouvernementale qui a été demandée, négociée entre les Inuits et le gouvernement canadien fédéral. Et un accord a été conclu en 1989, effectivement, qui a mis en place, qu'on appelle l'accord du Nunavut, et qui a mis en place ce gouvernement du Nunavut. Alors qu'est-ce qu'ils revendiquent, eux, par rapport à justement la Nouvelle-Calédonie qui veut devenir justement indépendant? Donc déjà sur la traduction de Nunavut, qui veut dire notre terre en Inuktitut, donc c'est ça? Donc c'est tout un symbole. C'est tout un symbole, en effet. Là-bas, on parle effectivement d'autodétermination, mais une autodétermination interne. Il n'est pas question de devenir indépendant. Pour l'instant, les Inuits, et en tout cas la majorité de la population qui est autochtone, ne demandent pas à devenir indépendante.
contrairement à la Nouvelle-Calédonie où l'autodétermination, selon moi, est hybride, c'est-à-dire ouverte, qu'elle peut être externe, on peut accéder à l'indépendance si on en décide ainsi, on peut décider aussi de rester dans l'État français. Mais aujourd'hui, on parle d'autodétermination, d'indépendance, d'autonomie. Quel est le mot exact pour justement décrire la Nouvelle-Calédonie, son avenir? Alors, dans l'analyse que j'ai faite, j'évite, moi, d'utiliser des mots comme celui d'indépendance, voilà, ou l'anti-indépendance, parce que, eh bien, je trouve qu'ils sont clivants. J'ai essayé de montrer qu'effectivement, il y avait plusieurs conceptions, que depuis son origine, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avait connu plusieurs conceptions. Au départ, il y a eu une conception classique, puis une conception moderne, et j'observe qu'aujourd'hui, on est en train de passer à une conception postmoderne, où on peut s'autodéterminer de la manière dont qu'on veut, de manière qu'on veut. Donc, cette conception est fondée sur beaucoup de choses dont on ne peut pas parler ici, puisque nous allons nous contenter de présenter le livre. Alors, justement, au pays, donc, il subsiste un dialogue dans plusieurs partis politiques. Est-ce que ce dialogue-là va nous aider, justement? C'est ce que vous avez envie de dire, c'est que l'indépendance peut arriver. Donc du coup, justement, cette discussion où on adapte la demande d'indépendance, est-ce que cela, justement, voilà, donc j'arrive pas à trouver mes mots, mais est-ce que le dialogue permet justement cela? Oui, le dialogue, c'est ce qu'on a appelé ici le destin commun. Le dialogue qu'on a commencé depuis longtemps, en tout cas, permet d'arriver au destin commun. Et je pense que l'idée qui plane aussi, n'est-ce pas, sur tout le livre, l'idée principale, eh bien, c'est que l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie a toutes les chances de se faire dans le cadre d'un destin commun. Effectivement, parce que c'est ça qui a commencé avec, depuis 25 ans avec les accords de Matignon, puis l'accord de Nouméa. Je pense que à la sortie de l'accord de Nouméa, où nous sommes, effectivement, les discussions vont justement, on a une période charnière, donc vous avez écrit ce livre. Est-ce que vous pensez justement que nos partis sont prêts à discuter sur cette dernière phase? Je pense que, moi j'ai pas de doute là-dessus, je pense qu'ils l'ont déjà prouvé, ils l'ont fait. J'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois que en Nouvelle-Calédonie, on s'autodéterminait depuis 25 ans. Un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la pause sans le savoir, on s'autodétermine depuis qu'on a fait une rupture avec, n'est-ce pas, la succession des... on a connu une rupture avec la succession des statuts qui étaient décidés en métropole. Depuis que les Calédoniens décident eux-mêmes de leur destin, donc depuis les accords de Matignon, et surtout depuis l'accord de Nouméa, je pense qu'on est déjà dans l'autodétermination postmoderne et qu'on a commencé, en fait, le dessin commun dont tout le monde parle aujourd'hui. Donc moi, je n'ai pas de doute sur, beaucoup de doutes sur l'avenir. En tout cas, je pense que les Calédoniens savent le faire, ils l'ont déjà prouvé par 2 fois. Alors j'ai vu qu'il y avait la participation justement de Jean-Yves Fabran et donc une figure en Nouvelle-Calédonie, le père Roch Apikawa. Donc pourquoi justement ces 2 figures calédoniennes? Eh bien, ce sont 2 figures qui ont été choisies par moi parce que je connais un peu leurs idées et je connais leurs qualités d'homme personnel. L'un, je connais notamment le professeur Fabron, je connais ses qualités d'homme scientifique, d'un scientifique. Le père Apikawa, je connais ses qualités d'homme intègre, d'homme assez profond, etc. Ils ont donné leur avis sur le bouquin qu'ils ont lu et si je ne me trompe pas, ils ont apprécié. Et je crois que ça sera le cas de la majorité des Néo-Calédoniens. Alors comment se compose justement en général ce livre pour donner envie aux téléspectateurs de pouvoir lire votre livre aujourd'hui? Oui, le livre, comme on l'a dit, c'est un livre de droit.
mais pas un droit qu'on a essayé de simplifier au maximum, de vulgariser. Oui. Donc, avec un souci pédagogique, à chaque page, on n'a pas voulu trop compliquer les choses. On a eu plusieurs approches. Une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté du droit, on est allé chercher dans d'autres disciplines pour mieux faire comprendre de quoi il s'agissait. Et puis, on a aussi eu une approche, comment dirais-je, une méthode dialectique, c'est-à-dire, ça touche un peu à la philosophie du droit, n'est-ce pas? La dialectique permet, avec la formule qu'on connaît, thèse, antithèse, synthèse, eh bien, de voir comment les contradictions dans les notions, dans les concepts ou dans d'autres institutions, eh bien, peuvent être surmontées. Elles sont surmontées de manière dont je viens de parler, c'est-à-dire à partir de cette synthèse-là, les aspects contradictoires, on les surpasse pour arriver à une synthèse, et c'est cette synthèse qui permet l'évolution. Et évidemment, il y a une approche comparative, parce que cela nous permettait de sortir d'une seule culture, d'aborder effectivement cette étude avec plusieurs visions, pas seulement celle de la France, mais aussi celle d'un autre pays aussi lointain que le Canada. Alors, justement, vous parlez de droit des peuples, donc on peut ne pas parler justement de légitimité du peuple, par exemple ici en Nouvelle-Calédonie, du peuple kanak. Vous parlez tout à l'heure de destin commun, mais justement, ce peuple légitime à ne pas oublier, où est-ce qu'on place justement tout ça? Oui, c'est une très belle question. Je pense que le destin commun met en place une citoyenneté commune. Et cette citoyenneté a commencé, mais va dans l'avenir être fondée sur des valeurs communes. Et pour qu'on ait des valeurs, on arrive à des valeurs communes, eh bien, il faut que chaque partie apporte dans le panier du destin commun ses valeurs. C'est le cas du peuple autochtone, kanak, etc. Donc l'étude a été faite effectivement en considérant qu'il y avait des peuples autochtones au Nunavut et en Nouvelle-Calédonie qui se sont battus justement pour leur droit à l'autodétermination. C'est ce combat qui a mené aux situations où on s'est retrouvé aujourd'hui. Donc le destin commun n'éludera pas évidemment l'identité ni les droits du peuple autochtone qui sont protégés au niveau international. Mais ce peuple autochtone a accepté lui-même de partager et évidemment son avenir, son destin avec d'autres peuples qui sont là sur le territoire. Au Canada aussi d'ailleurs, au Nunavut, il n'y a pas que les Inuits. C'est un gouvernement public qui gère, qui dirige, mais on sait que la majorité est autochtone. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas une majorité autochtone, mais la légitimité du peuple kanak ne fait pas de doute. Elle a été reconnue d'ailleurs dans l'accord de Nouméa, dans le préambule de l'accord de Nouméa. Effectivement. C'est vrai qu'avec ce destin commun-là, on est quand même à la recherche d'une identité. On n'arrive déjà pas à trouver un drapeau commun. On arrive à trouver l'hymne. Donc comment s'en sortir avec ça, quoi. Avec tous ces problèmes. Effectivement, moi je crois que c'est l'évolution, c'est dans l'évolution même des choses. Tout ne sera pas facile. Il est normal qu'on trouve dans un pays un modèle en construction comme la Nouvelle-Calédonie, et bien qu'on trouve des différences. D'ailleurs, comme il y en a dans toutes les démocraties. Donc pour qu'on arrive au destin commun, je le dis d'ailleurs, il faudra qu'on arrive à un embryon au moins de peuple calédonien. Il y a un peuple, tout le monde sait qu'il y a un peuple calédonien en devenir. Donc le destin commun aboutit à une citoyenneté en principe commune, et à un peuple, pour un peuple qui partage des valeurs communes. Et je pense que les choses ont commencé. Et je dis d'ailleurs quelque part dans le livre que l'avenir est un présent qui s'ignore. Je pense que beaucoup de choses ont commencé, beaucoup de choses sont faites. Et si vous permettez, je pourrais vous citer aussi un proverbe sud-africain qui dit ceci: dans la forêt, on entend le bruit des arbres qui tombent, mais pas celui de l'herbe qui pousse. Je suis de ceux qui pensent que depuis quelque temps déjà, l'herbe du destin commun pousse en Nouvelle-Calédonie.
Voilà, c'est sur ces mots, donc on peut passer des heures à discuter sur ce livre, mais bon, nous arrivons à la fin de cet entretien. Donc pour nos chers téléspectateurs, vous pouvez vous procurer ce livre dans les librairies de la place. Alors un dernier message de la part de l'auteur, donc Jean-Baptiste Manga, donc un dernier message à la population calédonienne, donc afin de s'intéresser justement à ce beau livre que vous avez écrit. Oui, je vous remercie moi aussi de m'avoir invité à cette émission. J'ai l'habitude de la suivre d'ailleurs de très loin. Non, le message qui passe à travers ce livre est un message d'optimisme, est un message d'espoir. Je suis de ceux qui croient en ce pays, j'y suis depuis beaucoup d'années déjà, j'ai vu passer des choses. Je vois qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de tergiversations, beaucoup d'angoisse pour certains. Je suis de ceux qui pensent que, effectivement, la Nouvelle-Calédonie est déjà un modèle à plusieurs égards, un modèle que d'autres contrées du monde envient. Donc il faut en prendre conscience et continuer à travailler dans le sens du destin commun. Voilà, moi je suis totalement et entièrement pour le destin commun. Voilà, c'est sur ces mots que cet entretien s'achève. Donc Monsieur Manga, merci d'avoir accepté cette invitation. Au revoir. Merci Élise, merci beaucoup. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Davina. Salut Élise et bonjour à tous. Alors, est-ce que tu vas bien Élise? Ça va toujours très bien dans l'agenda du pays. Bon, bah tant mieux alors. On va aller tout de suite du côté de Thio si tu veux bien. Ok, on y va. Alors à Thio, il y aura la fête de la mer qui se tiendra donc le samedi 20 décembre sur le site de Nefasia à Grand Borandi. Donc cette journée est consacrée à la vente des produits de la mer. Vous pourrez y retrouver notamment des langoustes, du poisson frais, du poisson fumé, des coquillages, enfin... C'est un petit exemple, mais tout ce qui vient de la mer, en général, tu pourrais le retrouver là-bas. Et puis, tu pourras aussi participer à différents tournois sportifs, Élise, vu que tu fais du sport, voilà. Donc, il y aura différents tournois sportifs amicaux, je souligne bien. Donc, il y aura du football, il y aura une course pédestre et puis un concours de pêche. Il y aura aussi un concours de tressage pour toi, Élise, je sais que tu tresses bien. Et puis, un concours d'épluchage de coco. Vous pourrez également assister à des démonstrations de fumage de poisson. Et puis, petite nouveauté cette année, il y aura pour cette 20e édition du stock-car et une méga rando VTT. Donc si vous souhaitez avoir des informations, je vous donne le numéro, le 44 25 04. Vous pourrez noter que le parking et l'entrée sont gratuits. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis je te vois bien participer au concours d'épluchage de coco. Ça y est, je me suis entraînée, si tu crois. D'accord, tu épluches bien alors. Allez, ensuite, on a quelques petites informations qui nous viennent de l'Association calédonienne des handicapés, qu'on appelle plus communément l'ACH. Oui, qui organise donc l'arbre de Noël aujourd'hui, de 13h30 à 16h pour les enfants qui recevront bien sûr leurs petits présents à l'occasion de Noël. Voilà, les invités, ceux qui veulent venir, sont invités, donc les familles, les amis. Si vous êtes dans les parages, que vous voulez accompagner les enfants, pourquoi pas, allez-y, c'est jusqu'à 16h, le temps de partager un petit moment avec l'équipe et puis les enfants. Et puis autre chose aussi, il y aura le samedi 20, un repas de fin d'année de 11h30 à 16h. Là, c'est pour les plus grands, les jeunes adultes et les adultes. Donc, il faut noter que ces deux animations sont organisées par le centre d'accueil de jour pour les enfants dépourvus d'autonomie. En fait, c'est un centre qui est géré par l'ACH. Donc voilà, et puis tout ça se passera du côté de Moravel sur le site de l'ACH. Puis j'avais aussi un appel à lancer concernant l'association, toujours l'association calédonienne des handicapés. Ils ont besoin de bénévoles parce qu'à l'heure actuelle, ils sont que 6. Pour gérer quand même 40 personnes handicapées, c'est lourd, c'est très lourd. Beaucoup, Donc ils ont besoin de vous. Si vous avez du temps à leur consacrer, vous pouvez appeler Françoise. Elle est joignable au 27 60 65. Voilà, donc l'appel est lancé et je suis sûre que nos amis téléspectateurs auront bien entendu. Donc voilà, ils ont besoin d'aide. N'hésitez pas à les appeler. Quant à nous, on poursuit l'agenda du jour. On va à Tontouta prendre l'avion, non? Non, pas pour ça. Là, on va aller fêter Noël plutôt. Ok. On prendra l'avion plus tard si tu veux bien. Donc on va à Tontouta où il y aura la fête de Noël qui sera organisée par la mairie. Donc ça se passera le vendredi 19 de 13h à 17h. Donc de 13h à 15h, les enfants pourront profiter des animations. Il y aura aussi
les manèges, un goûter qui sera proposé en attendant 15 h où il y aura l'arrivée du Père Noël qui voilà, restera un petit peu avec eux. Notez, chers parents, que si vous habitez du côté du col de la Pirogue, vous n'avez pas les moyens de venir, il y a une navette qui est mise en place. Elle sera chez vous donc au col de la Pirogue à partir de 13 h. Puis elle continuera sa route. La Tamois, elle ira ensuite à Bongout, Tortouta-Rivière, puis elle emmènera tout le monde pour fêter Noël, voilà. Puis le retour est prévu à 17 h 30. Voilà, donc joyeux Noël aux enfants de la Tontouta. Quant à nous, on continue avec une petite information pratique à nos chers téléspectateurs. Pour nos chers téléspectateurs qui habitent du côté de Nouméa, une aide financière pour que vos enfants puissent passer des vacances. Oui, voilà, donc on le sait, hein, les vacances, ça coûte cher. Donc voilà, la mairie de Nouméa met en place une aide afin d'aider les familles non boursières. Donc voilà, si vous souhaitez obtenir des renseignements, vous pouvez appeler le 24 49 47. Donc il faut savoir en fait que ça s'adresse, comme je te disais, aux familles qui n'ont pas d'aide voilà, de la bourse. Et puis en fonction des revenus du ménage, ils vont donner une aide plus ou moins importante pour pouvoir permettre à chacun d'avoir des vacances. Voilà. Donc notez que cette aide, je vous le disais, est réservée exclusivement aux personnes non boursières. Pour les boursiers, vous avez déjà vos bancs, vous avez juste à aller du côté du centre où vous voulez aller et puis donner votre banc et puis voilà. Voilà, donc une bonne nouvelle pour les parents et les enfants, de quoi vous aider justement à passer de bonnes vacances. Ouais. Et puis voilà, faire des activités pendant que les parents travaillent, s'ils travaillent. Donc merci Davina, on te retrouve tout à l'heure pour le fin mot. Oui, c'est ça Elisa, tout à l'heure. Voilà, et on retrouve John Passa, sociologue, qui sera l'invité dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Alors pour notre rubrique C'est bien de chez nous, aujourd'hui je reçois donc John Passa, donc vous êtes sociologue, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, merci. Alors aujourd'hui on est là pour parler de l'évolution de la coutume dans la société kanak, donc ceci pour compléter l'exposition sur la coutume kanak qui a lieu en ce moment au centre culturel Tjibaou. Donc aujourd'hui, la problématique sera, je l'ai dit, l'évolution de la coutume kanak, plutôt la coutume dans la société kanak. Aujourd'hui, question simple, comment vous la voyez, donc, cette évolution? De toute façon, la coutume, elle évolue au gré des contextes, au gré des situations. Donc, c'est jamais quelque chose de figé. Après, c'est vrai que c'est l'habillage de la coutume qui dérange plus qu'autre chose, parce qu'on est entré dans un monde économique assez fort, assez violent. Donc, du coup, l'économie a pris le pas sur les échanges, et c'est ça qui perturbe énormément les gens. Donc du coup, la coutume étant subit ce poids-là de l'économique, ils sont mal à l'aise pour pouvoir vivre une coutume qui n'a pas besoin forcément des apparats d'économie. Alors justement, vous parlez de perturbation dans la pensée des jeunes. Donc on dit coutume, c'est le billet de 1000 francs, de 500 francs ou les pièces de 300 francs ou 400 francs qu'on met sur un bout de manou. Mais quand on n'a pas d'argent, comment on fait? Je crois que c'est plus le bout de manou ou bien le billet, c'est le support de quelque chose, de la parole. Mais la parole peut trouver d'autres supports que le billet. Mais c'est là où la coutume, le débat se joue entre la culture et la tradition. Donc on est sur un imaginaire culturel, mais la tradition, elle a aussi elle a la dent dure, puisque la tradition veut que, en termes de protocole, c'est forcément le billet. À partir de là, ça met mal à l'aise tout le monde. La personne n'ose plus rentrer parce qu'il a besoin de quelque chose pour pouvoir engager une parole. Donc, est-ce qu'on peut faire sans? Oui, on peut faire sans, mais ça veut dire on sait pourquoi on est ensemble, c'est-à-dire pourquoi on est avec la personne. Alors, vous parlez justement d'ensemble, la coutume, c'est rassembler les gens. Aujourd'hui, notre société devient de plus en plus individualiste. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le cheminement des sociétés. On est un peu dans ce qu'on appelle les effets de la globalisation. Donc, il y a aussi un impact sur l'individualisation, une forme d'individualisme. Mais ce n'est pas pour autant que les gens abandonnent ce qui fait leur colonne vertébrale. La coutume reste cette colonne vertébrale. Après, c'est comment les gens l'habillent.
mais c'est surtout l'habillage qui dérange. Plus on a un salaire et on a un travail, et plus on le décore chichement cette colonne vertébrale, moins on a d'argent, et puis plus on a peur de se présenter. Donc il y a aussi ce conflit-là entre ceux qui ont accès à un ensemble de biens matériels, qui vont utiliser la coutume pour négocier un certain nombre de places, qui n'est pas forcément bien vu, mais ils arrivent toujours à occuper des places via la coutume, mais parce qu'ils ont réussi à accumuler un certain nombre de biens socio-économiques. Et ça, c'est ça qui perturbe. C'est ça qui fait que la coutume maintenant est un peu galvaudée. Mais ça suit aussi l'évolution de la société kanak. Alors justement, le Sénat coutumier a pondu un texte, le socle des valeurs communes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que sociologue, et puis qui a étudié justement la jeunesse kanak? C'est un début. C'est un début. On est sur des valeurs. Peut-être qu'il fallait d'abord, à mon sens, mais ça n'engage que moi. Est-ce que la jeunesse kanak ou la jeunesse calédonienne peuvent se reconnaître sur ce texte? Mais je pense que la jeunesse se reconnaît dans la société dans laquelle elle est, donc que la société soit bancale ou pas, handicapée ou non. La société, la jeunesse finit toujours par prendre racine dans sa société, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, on pose toujours la question de la jeunesse, mais c'est pas tant la jeunesse qui pose problème. Donc la jeunesse, elle évolue au gré. Tout le monde a été jeune, tout le monde est passé par des phases de contestation, de rébellion, tout ce qu'on veut. Peut-être avec des extrêmes. Peut-être que le regard, maintenant, c'est un regard sans concession, parce que la violence est telle qu'on n'a pas de réponse effective pour pouvoir rassurer les parents, rassurer les adultes. Mais la jeunesse, elle est ce qu'elle est. Donc, tant qu'elle n'est pas encore totalement outillée, il faut lui laisser le droit de se tromper. Justement, donc on parle de jeunesse, quand on parle de coutume, on parle d'identité. Souvent, on met en place, on dit que c'est souvent l'éducation des parents ou l'éducation de la jeunesse qui est en cause. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est l'éducation. Après, il faut qu'on définisse de quelle éducation nous parlons. Est-ce que c'est l'éducation de la maison, c'est l'éducation de la tribu, c'est l'éducation de la rue, c'est l'éducation... Il y a plusieurs niveaux d'éducation, il y a plusieurs types d'éducation. Dire qu'un enfant n'a pas d'éducation, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y a d'autres... Si les parents n'éduquent pas, il y a d'autres personnes qui se chargent de l'éducation. Pas forcément dans le sens des parents. Et c'est ça qui va déranger énormément les parents. Mais oui, l'éducation, c'est important, mais l'éducation, l'enfant est éduqué. Quel que soit le milieu dans lequel il évolue, il est éduqué. Donc pour conclusion, la coutume est toujours un symbole aujourd'hui. C'est plus qu'un symbole. La coutume, c'est ce qui fait l'homme, qui fait la personne, qui fait l'homme kanak. C'est l'homme et la femme kanak. La coutume permet de... Ce n'est pas seulement un geste. Non, ce n'est pas un geste. C'est pas uniquement, même si on est de plus en plus, on se recroqueville, non, on se réfugie dans les symboles. C'est le côté rassurant. Mais c'est pas ça la coutume. Les gens le vivent avec plus ou moins de maladresse, mais les gens continuent à faire vivre. Alors un dernier message justement à la population calédonienne qui nous regarde aujourd'hui. Comment vous, en tant que sociologue, vous voyez l'avenir de la coutume en Nouvelle-Calédonie? Moi, je leur dirais encore un effort. Un effort sur quoi exactement? C'est pas de rester devant la porte de la case, il faut rentrer. Les discussions, c'est toujours de l'intérieur à l'extérieur, mais il faut qu'ils prennent le temps aussi de rentrer dans la case. Et au niveau de nos politiciens? Les politiciens, c'est toujours très coutumiers. C'est toujours très gênant avec de dire politiciens parce que c'est déjà caricaturé. Donc, mais les politiciens, en tout cas les hommes politiques et les femmes politiques, essayent tant bien que mal de donner un sens. Et essayer de conjuguer la coutume avec la politique, même si ce n'est pas très bien vu, mais en tout cas, ils essayent de garder une cohérence. D'accord. Donc voilà, c'est sur ces mots que cet entretien se termine. Donc John Passa, merci d'avoir accepté cette invitation. Et pour terminer réellement cet entretien, je vous propose de regarder cet extrait, donc ce film sur l'exposition sur la coutume kanak, donc une exposition qui a eu lieu au Centre culturel Tjibaou. L'exposition Coutume Kanak qui parle de la coutume. Alors derrière ce mot se cachent énormément de choses, énormément de définitions.
Et donc cette exposition, en fait, elle se répartit en 2 salles. Une première salle qui est le gros de l'information, et une deuxième salle qui est la salle des portraits, la salle des paroles kanak. Parce que cette exposition, en fait, elle naît de la parole des gens, elle naît de chacun, en fait, chaque personne que j'ai rencontrée, interviewée, ont apporté une définition à cette coutume. Donc toute cette exposition, bien sûr, leur est dédiée et elle leur appartient. C'est grâce à eux que j'ai pu présenter ce travail. Et donc là, on est dans la salle des portraits où il y a 63 personnes, bien sûr, sur l'ensemble de 75 portraits pour le moment, mais il y en aura plus après, qui sont toutes les paroles qui ont nourri cette exposition sur tout l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. C'est un travail qui est fait à l'acrylique, acrylique gouache, avec un crayonné sur lequel je pose un premier jus de couleur et puis remonter en lumière ou en ombre. Donc ça, c'est pour ceux qui sont intéressés par la technique, mais un portrait se fait entre... il y en a un seul que j'ai réalisé en une demi-heure, sinon c'est une moyenne de 2 heures par portrait. Certains croquis sont faits sur place, et certains portraits aussi qui sont dans les carnets exposés, dans les petits carnets qui m'ont accompagné pendant les 2 séjours. Mais pour moi, j'avais besoin aussi de montrer les personnes et de montrer les paroles. Alors, toute la série des 63 portraits s'est fait après le reportage, en atelier chez moi à Tokyo, où bien sûr je travaillais à partir de photos, je ne m'en cache pas. Et donc poser ce dessin, poser ces couleurs, ces teintes, de manière à rendre la personnalité et de rendre un peu humaine et matiériste un peu cette parole-là, pour pouvoir la poser. Et donc, pourquoi en faire autant? Et je dirais presque qu'il n'y en a pas assez. Là, il y a un bon tiers de cercle, mais il pourrait y avoir beaucoup plus parce que la coutume ne s'arrête pas à ces 63 personnes. Dans mes interviews, il y a à peu près 150 témoignages qui ont été faits, donc j'espère arriver à un objectif de 120 portraits peints. Mais voilà, là, ça donne un ensemble de ces 8 aires coutumières. Dans la deuxième salle, il y a une première partie didactique qui donne des clés de compréhension sur ce que c'est la coutume. Donc, une première partie sur l'espace, sur l'organisation sociale, sur la relation entre les chefferies, les grandes chefferies, les clans, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des petites définitions qui permettent de comprendre ça, pour passer sur un deuxième pan de mur qui parle cette fois de l'homme et de l'origine de l'homme et de la position de l'homme et de la femme dans la société kanak. Donc c'est un mur qui s'appelle Être kanak, sur lequel j'ai peint bien sûr des fresques qui permettent d'expliquer par des schémas comment est-ce que s'organise cette société et comment se positionne l'homme par rapport à la femme et quelles sont les relations qui unissent les êtres et bien sûr qui unissent les clans. On passe sur un deuxième mur qui cette fois-ci définit ce qu'est la coutume dans les gestes, dans la parole, dans l'acte de se présenter, de représenter son clan et puis les personnes qui accompagnent, dans l'acte de donner, de recevoir aussi. Il y a une présentation sur l'espace, sur la case kanak qui est le symbole aussi et la représentation de la société par le poteau central qui est le symbole de l'aîné ou du chef, du papa, avec toute sa relation au chef de clan ou aux éléments, aux personnes de la famille ou bien sûr à la société. Une autre partie présentera les objets de la coutume avec bien sûr l'igname, la monnaie kanak, les étoffes, tous les petits objets avec certaines présentations. Donc une monnaie kanak qui a été réalisée par une des personnes interviewées et qu'il a réalisée spécialement pour l'exposition. Il y a aussi dans une vitrine
une étoffe avec un peu d'argent qui m'a été donnée en coutume lors d'une cérémonie de mariage, parce que je faisais partie de ce mariage. Dans mon travail, il y a une intégration et une participation aux événements. Je suis avec les gens et donc j'ai eu ce retour de coutume qui est présenté ici. Vous avez enfin, donc avant d'aborder les 3 moments de la vie, une dernière partie sur la cérémonie de l'igname à l'île des Pins, dont une partie restera à la discrétion et ne sera pas présentée, restera à la discrétion de la grande chefferie de l'île des Pins, parce que ça reste une partie qui leur appartient, qui reste un élément privé. On entre dans les 3 grands moments de la vie kanak. Donc, le mariage, donc là il y a eu un grand déroulé qui décrit un mariage du début jusqu'à la fin, mais sur un deuxième mur vous aurez aussi plein de moments ponctuels sur différents mariages qui se sont passés, des fois des préparations de mariage à marée ou l'explication de la disposition des ignames à marée lors d'un mariage où on montre la maison par l'organisation sociale qui est symbolisée par l'emplacement des ignames. Donc ça c'est fait par un dessin qui a été réalisé en vrai, qui se trouve dans les carnets originaux qui sont exposés aussi. Il y a aussi des photos qui présentent des demandes de mariage, des entrées coutumières aussi détournées, donc tout ça est expliqué. La dernière partie de cette salle-là est une salle dans la salle, c'est la salle du deuil. Et donc elle est ouverte, mais il y a des feuilles de cocotier qui en cachent un peu l'entrée, non pas seulement pour cacher, mais pour montrer une attitude aussi de l'entrée. Cette salle du deuil, je souhaiterais que le public ait une attitude de respect et de silence en entrant dans cette salle, parce qu'on est dans une atmosphère qui est lourde, qui est la tristesse, qui est le chagrin aussi des familles. Et je tiens aussi à spécifier que ces images qui ont été faites ont été faites parce que j'ai traversé le deuil avec eux, je l'ai vécu avec eux, et les personnes m'ont autorisé à utiliser ces images pour expliquer ce qu'était la coutume kanak, pour expliquer ce qu'était de faire des gestes coutumiers aux défunts. Nous sommes dans le 3e et dernier grand moment de la vie kanak, celui du retour à l'esprit. Et donc c'est des moments qui sont très privés, des moments qui sont très intimes. Et donc je souhaite que vraiment le public respecte cette intimité-là. J'invite aussi, pour les personnes qui le souhaiteraient, à se déchausser. À l'intérieur, il y a des nattes. Nous sommes dans une salle des pleurs, dans une salle du deuil, et donc c'est une invitation à vivre le deuil aussi tel que moi je l'ai vécu, tel que je l'ai observé. Bonjour Marie-Hélène, on parle du métier de coiffeur. Donc on trouve beaucoup de salons de coiffure en Calédonie, notamment en province sud, et même des salons en province nord s'ouvrent, on va dire, petit à petit. Ouais. Et par contre aussi le thé, je pense qu'il n'y en a pas, à moins que tu aies l'information. En tout cas, je pense qu'il y a des coiffeurs ou coiffeuses indépendantes qui se déplacent justement aux îles Loyauté à domicile.
Oui, bonjour Élise. Bonjour. Et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Alors, je pense que tu as raison, Élise. Les gens se déplacent en fait à domicile du côté des îles Loyauté, puisque à ma connaissance, moi, j'en ai jamais vu. Mais peut-être que ça existe. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont installé des salons à domicile dans leur maison. On ne sait pas. En tout cas, moi, je n'ai pas eu, si tu veux, le temps de faire des recherches pour savoir, voilà, combien de salons de coiffure il y avait dans les différentes provinces. Moi, j'avais surtout envie de parler, si tu veux, de ce métier parce que, il y en a beaucoup sur le territoire, beaucoup de personnes exercent ce métier. Et puis, deuxièmement, voilà, on a tous eu l'occasion d'aller au moins une fois dans sa vie chez le coiffeur. Ah bah moi, je vais te faire une confidence. Tu sais, j'ai jamais mis les pieds dans un salon de coiffure. Donc, pour me couper les cheveux, c'est ma maman. Pour les tailler, c'est moi ou ma maman. Ou voilà, des personnes de la maison, mais peut-être que j'irai un jour, peut-être que ce reportage va pouvoir me convaincre d'y aller. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, chez nous, on se coiffe plutôt voilà, à la maison par les sœurs ou par les cousines. Donc, on n'allait pas forcément chez le coiffeur, à moins que les téléspectateurs vont me contredire. Mais c'est vraiment une tendance qui a évolué il y a quelques années, on va dire ça. D'accord. Mais tu sais, Élise, que dans pas mal de communautés, cela existe. C'est-à-dire que les femmes, en fait, se coiffent entre elles. Souvent, comme tu le vis toi-même, c'est entre sœurs quand l'on se coiffe. Ou bien ce sont les cousines aussi qui peuvent nous coiffer. Du coup, ce sont des moments, si tu veux, d'échange, des moments privilégiés, rien que pour les femmes, où on se confie nos petites histoires, nos petits secrets, notre petit quotidien. C'est vraiment des moments rien que pour nous, des moments pour les femmes, quoi. Puis on est pipelette quand on se coiffe, on va chez la coiffeuse, on raconte notre vie. C'est vrai. Par contre, moi je connais une femme de Lifou. D'ailleurs, j'ai pu connaître, on va dire, la connaître plutôt sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de succès, qu'elle se déplaçait justement à Lifou, par exemple, pour coiffer les femmes. Surtout que c'était la période des mariages. Donc, du coup, elle se déplaçait souvent à Lifou. D'accord. En tribu directement. Oui, en tribu directement. Oui. Ça, je pense qu'elle emmenait son matos avec elle. Certainement, parce que le coiffeur, il a sa panoplie de matériel, ses ciseaux, ses peignes, ses fers à coiffer, ses produits, voilà, sa petite valise. Et elle a un style. Elle peut pas travailler. Elle a un style qu'on reconnaît. Ah oui. Oui. D'accord. Eh bien, écoute, j'ai une surprise pour toi, Élise. C'est vrai, c'est quoi la surprise? J'ai une surprise. Figure-toi que Mara Lourdes, elle a rencontré Ujun. Ah, voilà. C'est génial, ça. Et oui, et grâce donc à Mara, on va pouvoir voir Ujun dans son quotidien, voilà, en train de coiffer et d'exercer donc ce métier qu'elle aime tant. En tout cas, c'est une personne qui s'est vraiment accrochée pour exercer cette profession. Eh bien oui, tu sais qu'effectivement, ce sont des métiers qui demandent énormément d'investissement déjà personnel. Et puis ensuite, lorsqu'on décide de se former, il faut effectivement soit choisir la voie de l'apprentissage, et puis donc intégrer le centre de formation des apprentis, et puis le reste de son temps aller donc chez un maître d'apprentissage qui est donc agréé pour apprendre le métier. Ensuite, il faut bien évidemment, tu penses, tenir quand même sur la durée, parce que l'objectif c'est décrocher bien évidemment son diplôme pour soit travailler en tant que salarié donc dans un salon de coiffure, soit ouvrir sa petite entreprise, donc démarrer son activité, puis ouvrir son propre salon de coiffure. Et là, c'est vrai qu'il va falloir se constituer une clientèle, et puis le bouche à oreille. Exactement. Et là, le bouche à oreille, il est très très important, puisque sur le long terme, c'est ce qui fait souvent la différence. Et pour exercer un métier dans ce domaine-là, il faut être doué au niveau relationnel. Donc tout à l'heure, on parlait de popotin, mais bon, justement, c'est ce qui va faire la relation entre justement le coiffeur ou la coiffeuse et ses clients. Donc avoir le sens du commerce et du conseil, être habile, aimable et surtout habile de ses mains. Ah oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. En esthétique d'ailleurs aussi. C'est vrai que il faut être quand même un peu doué pour travailler. Faut en tout cas travailler avec les gens, mais aussi on va dire exercer un métier. Les métiers que l'on dit
métier soin du corps. Et donc, ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'en monde professionnel, il faut aussi être au courant des tendances. Donc, suivre la mode quand même pour proposer toujours des nouvelles choses aussi à sa clientèle. Et puis, innover, bien évidemment. Hein, c'est aussi un petit plus, si tu veux, dans l'exercice de sa profession. On n'a pas envie non plus de rester, si tu veux, dans un même train-train. On a toujours besoin de nouveautés pour être au fait, on va dire, des choses. Hein. Et je pense que c'est ce que fait justement Ujun. En tout cas, j'ai hâte de la voir dans son environnement professionnel. Bah écoute, moi je te propose qu'on la rejoigne de suite, Élise. Ça te tente, hein? Je sens que ça va te faire plaisir, ce petit cadeau de fin d'année. Merci. Avec plaisir. Donc, Ujun, dans son quotidien en tant que coiffeuse, c'est de suite grâce à Maralure. J'adore mon métier car c'est un métier où on travaille dans la mode, c'est un métier de la mode. On travaille nos mains surtout et les mains c'est très important. Et au moins on a un travail personnel. Je trouve qu'on a un travail personnel, on l'a travaillé soi-même et il faut l'aimer, avoir de la patience et avancer avec ça. La location d'un fauteuil dans un salon de coiffure, ça permet, c'est être patenté, travailler à son propre compte dans un salon de coiffure en payant un loyer au propriétaire du salon de coiffure. C'est un contrat en fait, c'est un contrat qu'on signe, qu'on a signé entre loueur et le propriétaire du salon et qu'on déclare au fisc obligatoirement. Au niveau du matériel et des produits, on a nos produits. Moi, comme je travaille à mon compte, j'ai mes produits, j'ai ma propre clientèle, mes propres rendez-vous, mes propres appareils. Et avec ça, je fais tout. En tant que coiffeuse, je travaille tout. Je fais de la coupe homme à la coupe femme, les mèches, le défrisage, mais une préférence plutôt pour les coiffures de soirée et de mariage. Alors, à l'occasion des mariages coutumiers, je suis très demandée dans les îles, donc je suis toujours très, très heureuse et ça me fait beaucoup plaisir d'aller coiffer des mariés et les rendre belles pendant leur jour J. Avec le cheveu mélanésien, j'ai beaucoup de facilité à le travailler parce qu'on garde le volume et c'est ça qui rend la beauté de la coiffure. Le volume est gardé au niveau des chignons et tout. On n'a pas besoin de crêper beaucoup comme sur les cheveux européens pour avoir un volume naturel. Au niveau de la coiffure, maintenant les femmes mélanésiennes sont très coquettes. Elles sortent, on peut dire que la femme mélanésienne évolue avec le temps. Et moi on me demande beaucoup, elles veulent tous devenir comme des stars des telenovelas. Et j'en suis fière, je suis fière de faire ce travail sur elles. De nos jours, maintenant, nos femmes mélanésiennes, on peut dire qu'elles évoluent car avant c'était plutôt un tabou. Elles avaient peur du regard des gens, c'était quelque chose qu'on faisait en cachette et tout. Elles n'osaient pas lâcher leurs cheveux surtout. Et maintenant, avec les nouvelles techniques, on peut garder les cheveux lisses pendant une semaine. Et beaucoup n'osent pas encore, mais petit à petit, avec le temps, elles vont sortir de leur petite jungle. Au début, non, j'ai pas été complexée. Le fait déjà de lâcher les cheveux, c'est vrai que quand on lâche les cheveux, nos mamans, nos grands-mères nous disaient toujours attachez vos cheveux, ça ne le fait pas, mais maintenant avec le temps, il faut évoluer. Hein. J'arrive à m'organiser, c'est pour cela que je travaille que sur rendez-vous, parce que au moins je fais pas attendre mes clients, j'ai horreur de ça. Et après c'est l'organisation, quoi. Non seulement il faut de la dextérité, de la rapidité, mais avoir son temps prévu pour faire chaque chose.
Je suis tous les jours satisfaite de mon travail. Alors, après, un moment qui m'a marqué dans mon travail, c'est plutôt l'obtention de mon diplôme pour travailler à mon compte. Une liberté personnelle, tout en sachant que je ne dépendrai plus de personne, que je dépendrai que de moi-même. Et voilà. Dans mes choix, c'est vrai qu'on a toujours besoin de parler avec des personnes avec qui on est souvent. Genre d'ailleurs, quand je décide d'avoir un avis personnel, je demande toujours à une de mes collègues, à Claudine, et sinon à mon mari et mes parents. Les 16 dernières années, moi je vois mon évolution parce que souvent, je pars souvent en formation, donc du coup, c'est vrai que si on ne se forme pas, si on reste toujours sur le caillou, on ne peut pas avancer. Et en sortant du caillou, en allant voir ailleurs, c'est comme ça qu'on peut avancer les choses. Une fois par an, on va en Australie pour des forums de coiffure. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on voit les choses changer, les nouvelles tendances, les nouvelles techniques. Et c'est comme ça qu'après on voit l'évolution dans la coiffure, dans l'esthétique. Et c'est comme ça qu'on arrive à satisfaire la clientèle en ayant des nouvelles choses, des nouvelles techniques et les tendances. La relation avec les clients, on est des amis, on est leurs amis, leurs confidents, leurs confidentes. Et on partage beaucoup de choses personnelles. Les clients, que ce soit des clients hommes ou des clients femmes, on partage beaucoup des petits secrets. Elles se confient beaucoup à nous. On est un peu leur petit psy. On joue aussi les psys quand il y a des moments difficiles. Alors là, je viens de finir une mariée et là, je me prépare pour prendre l'avion pour repartir sur les îles car j'ai une mariée à coiffer demain sur Marais. Et voilà, je dois tout embarquer, tout partir avec et j'espère satisfaire la prochaine mariée, la future mariée de demain. Eh bien Marianne, comme tu vois dans le reportage, Oudjoun, voilà quoi, elle est toujours aussi dynamique et puis comme on le voit dans le reportage, je vais me répéter, mais en même temps, elle coiffe et elle maquille, donc du coup, on voit qu'elle est motivée. Hein. Alors si justement des jeunes filles ont envie de suivre le chemin que Oudjoun, que doivent-elles faire? Alors, ou ils? Si les garçons sont intéressés. C'est vrai, les garçons sont aussi concernés. Il y a quand même pas mal d'hommes coiffeurs, enfin de coiffeurs. Quoi, hein. Alors pour devenir coiffeur ou coiffeuse, si ça vous intéresse, il va falloir suivre, on l'a dit tout à l'heure, la voie de l'apprentissage. Donc la formation elle est dispensée donc, au centre de formation des apprentis qui se situe à Nouville. Alors pour avoir le statut d'apprenti, il va falloir postuler en fait. Voilà. Il faut savoir que lorsqu'on est apprenti, on a une rémunération. Donc voilà, on a ce petit plus qui est aussi intéressant pour commencer aussi à découvrir la vie, l'indépendance en fait financière. Ensuite, il faut bien évidemment taper à la bonne porte, Élise. Il faut donc se rendre au point d'apprentissage qui se trouve donc à Nouméa et donc se renseigner pour avoir les informations. Alors, est-ce qu'il faut répondre à des critères spécifiques ? Alors, pour bénéficier, on va dire plutôt ça comme ça, de la voie de l'apprentissage, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Il faut passer, donc, il y a plusieurs formations qui sont proposées, mais dont le métier qui nous intéresse. Il faudra donc passer un CAP coiffure qui dure donc 2 ans, voilà. Ensuite, une fois qu'on est titulaire de son CAP, on peut poursuivre et donc s'inscrire en mention complémentaire. On parle de MC coiffure, voilà, styliste visagiste. Donc d'ailleurs, Oudjoun, je pense qu'elle a cette spécialité, certainement, voilà, puisqu'elle est douée pour le maquillage et puis à faire des coiffures qui vont parfaitement aux morphologies de chacun et de chacune. Alors revenons donc à la mention complémentaire. Elle dure donc 1 an. Ensuite, bien évidemment, Élise, une fois que tu es titulaire de ton CAP, tu peux donc exercer en tant que salarié. Voilà. Tu peux donc
être embauché dans un salon de coiffure, voilà. Si par contre tu veux son affaire. Alors pour lancer son affaire, il faut passer un diplôme supplémentaire. Il faut en fait être détenteur, si tu veux, du brevet professionnel. On parle du BP coiffure, option coloriste permanentiste. Donc c'est aussi une formation qui dure 2 ans, Élise. Voilà. Et c'est avec ce diplôme-là que l'on pourra donc travailler en tant que travailleur indépendant et ouvrir son salon de coiffure. D'accord. Alors est-ce que les étapes sont longues pour accéder justement au statut d'apprenti? Il y a quand même, si tu veux, plusieurs étapes de sélection. Hein. Donc il faut être patient. Tout d'abord, il faut s'informer sur le métier que l'on souhaite exercer et puis avoir aussi tout un tas de notions sur comment dirais-je, plutôt l'obligation en fait du statut d'apprenti, puisque on est quand même lié par un contrat voilà, lorsque l'on est apprenti. Donc il faut être informé de ce qui nous attend. Ensuite, bien évidemment, l'équipe du point apprentissage qui va donc recevoir toutes les candidatures va donc bien évidemment orienter en fait le jeune en fonction de sa motivation et en fonction de son envie. D'accord. Alors, il y a des tests, on veut dire des entretiens à passer? Oui, Élise. Il y a énormément de choses en fait à passer, des tests, des entretiens. Tout ça, c'est pour connaître en fait la personnalité du candidat, déceler sa motivation, affiner, on va dire aussi son projet professionnel. Voilà. Ensuite, une fois que cette étape-là est passée, que le résultat, je vais y arriver, j'arrête pas de bugger, que les résultats sont satisfaisants, il y aura donc une rencontre prévue avec un conseiller, donc soit à Nouméa, soit en province nord, dans la filière dans laquelle le jeune souhaite se diriger, soit dans le commerce, soit dans les métiers de l'artisanat, soit du côté de la chambre d'agriculture, si ce sont des métiers dans le domaine agricole. Mais là, pour nous, pour le métier de coiffeur, c'est donc la chambre des artisans. Donc voilà, une fois qu'on a passé cet entretien, si tu veux, Élise, on va bien évidemment présenter un projet professionnel, d'ailleurs à cette occasion-là, on va donc constituer son dossier de candidature. Et puis ensuite, on va être intégré en tant qu'apprenti. Alors, est-ce qu'il faut que le stagiaire trouve justement une entreprise qui va l'accueillir durant la formation? Ah oui, c'est primordial, puisqu'il s'agit d'une formation en alternance. Donc, il faut absolument trouver un maître d'apprentissage agréé. Donc, ça relève bien évidemment, oui, puis ça relève surtout de l'élève et du futur apprenti. C'est une obligation. Donc, à lui de rechercher le maître d'apprentissage, à convaincre. Donc, il va falloir être tenace, les jeunes. Il faut donc que vous trouviez cette entreprise. Bien évidemment, vous pouvez vous faire aider. Des structures dédiées à l'emploi qui peuvent vous donner un petit coup de main. Et puis aussi les chambres consulaires, comme on les appelle. Donc, la chambre des métiers peut également aussi vous aider ou en tout cas vous donner des pistes. Alors, à Nouméa, on peut se rendre au point apprentissage donc situé à Nouville. Quant aux jeunes du Nord, où peuvent-ils se renseigner? Alors, pour donner le petit numéro du point apprentissage, Élise, je vais commencer par ça. Il faudra donc composer le 24 69 49. Donc ça, c'est au centre-ville à Nouméa. Alors pour les jeunes qui vivent au nord, il y a donc une antenne à Koné. Donc le numéro est le suivant, le 47 30 14. Il y a même une adresse mail. Si vous voulez envoyer un petit mail, koné@cma.nc. Ensuite, il y a également une antenne à Poindimier, Élise. Donc le numéro est le suivant, 42 74 82. Alors le mail étant le poindimier@cma.nc. Et puis il y a également une antenne à Koumak, Élise. Donc pour les joindre, c'est le 47 68 56 et l'adresse mail est koumak@cma.nc. Voilà pour toutes les adresses et les numéros de téléphone. En ce qui concerne l'hébergement, donc y a-t-il des possibilités pour les jeunes du Nord ou des îles d'être hébergés pendant la formation? Alors oui, et c'est vrai que là aussi il va falloir s'organiser puisqu'il faudra contacter en fait des foyers qui accueillent donc les jeunes travailleurs. Il y en a donc d'ailleurs un du côté en fait de Nouméa, pas loin de la cathédrale. Pour les joindre, c'est le 77 31 78. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine de places de disponibles, Élise. Alors les chambres
L'hébergement se fait plutôt en chambre double. Voilà, donc on peut se faire aider financièrement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour vous faire aider si besoin. Et puis ça concerne donc les jeunes qui ont entre 18 et 26 ans. Voilà, il faut savoir que le foyer, en fait, la résidence est ouverte toute l'année. D'accord. Et d'autres numéros de téléphone ou adresses? Oui, j'ai aussi une autre adresse à donner. Donc, il s'agit du foyer Massabielle du côté de Lansvata. Donc, pour les joindre, c'est le 26 30 30 ou bien le 26 30 40. Voilà, il faut avoir entre 18 et 29 ans. L'hébergement se fait en chambre double ou individuelle. Et puis, une dernière adresse, l'internat ETFPA. Voilà, accueille aussi les personnes. Donc là, c'est du côté de Nouville, pas loin de l'université d'ailleurs. Donc le numéro est le 26 57 30. Voilà, ils accueillent donc des femmes et des hommes, donc des jeunes hommes et des jeunes femmes, donc pas de problème. Mineurs ou majeurs, donc c'est selon. Et bien évidemment, il faut savoir quand même qu'ils ferment le week-end. Donc voilà, en général, fermeture le vendredi soir et donc jusqu'au dimanche soir. Voilà. Donc il faudra s'organiser. Voilà, vous avez toutes les informations, donc à vous de jouer les jeunes. Merci Marie-Hélène pour toutes ces informations et puis de nous avoir emmenés dans le salon de Ujun. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Alors, comme c'est ma dernière chronique de l'année... Alors, un petit mot pour les téléspectateurs. Non, moi, je voulais juste te dire que j'espère que toutes les informations que je vous ai transmises vous ont été utiles. En tout cas, moi, ça a été utile. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur des métiers peut-être méconnus. Donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et merci de nous être fidèles. Merci Marie-Hélène. Bonne année à toi. Pas encore, on ne fait pas avant. Oui, bonne fête de fin d'année, Élise. Bonne fête de fin d'année. Au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique fin bon. C'est le moment de parler cuisine avec Davina. Et oui, Élise, et aujourd'hui, je te propose qu'on s'intéresse au canapé. Alors, un bon canapé. Déjà, qu'est-ce qu'un canapé, Élise? À la différence d'un sandwich, c'est composé d'une seule tranche de pain. Et puis, dessus, tu vas mettre ta préparation. Il faut savoir aussi que le but d'un canapé, c'est quand même que ça tienne dans la main et que tu puisses le manger en une seule fois. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Que tu peux le faire avec des pains différents. Ça peut être du pain de mie, du pain de seigle, du pain grillé, toutes les sortes de pains que tu veux, avec des formes différentes. Donc voilà, il faut savoir aussi, contrairement aux idées reçues, que le canapé est apparu d'abord chez les Français et pas chez les Anglais. Moi, je pensais que c'était les Anglais qui avaient mis ça à l'ordre du jour, mais en fait, non. C'est les Français. C'est une question que je ne me suis pas posée. Moi, je me suis posé la question, parce que c'est vrai que c'est plus anglo-saxon de prendre des petits, à l'heure du thé, de prendre un petit pain tartiné. En fait, non, c'est les Français qui ont devancé nos amis anglais sur les canapés. Alors, quand peut-on les servir? En apéritif, en entrée? Alors, traditionnellement, c'est vrai qu'ils sont servis en apéritif. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire? Qu'ils ont d'autres noms, bien sûr. Tu les appelles ici les amuse-gueules ou les amuse-bouches. Voilà. Et puis, en général, il faut que ce soit assez salé et épicé. À la base, c'était ça. C'était pour permettre aux gens, en fait, de boire, les inciter à boire et puis d'attendre le repas. Parce qu'il y avait des longs moments d'attente entre le moment où les convives arrivaient et le moment où ils passaient à table. Donc les canapés, c'était la bonne alternative pour leur permettre de grignoter, patienter et puis de boire surtout leur apéritif. Mais bon, pas trop manger non plus parce qu'après on n'apprécie pas le repas. Et les petits fours, alors c'est quoi? Ça fait aussi partie de la famille des canapés? Tout à fait, Élise. Les petits fours font partie de la famille des canapés. En fait, les petits fours, c'est juste à la différence des canapés traditionnels, c'est que ça aura subi une cuisson. Donc là, tu vas trouver les feuilletés, les mini-pizzas, tout ça, ça fait partie des petits fours. Avec l'évolution des mœurs et de la cuisine en général, aujourd'hui, les canapés, ça regroupe les canapés en eux-mêmes, donc le pain simple, les petits fours, mais également les petits sandwichs que tu vas retrouver dans les pains garnis. Là. Et quant à la préparation, combien de temps à l'avance on peut préparer nos canapés? Alors, le moins longtemps possible avant leur consommation. C'est rapide, hein? Oui, Élise, vaut mieux parce que tu sais, le pain, il va pas tenir le coup. Surtout ici, avec la chaleur, ça va pas être terrible. Et puis aussi, les ingrédients que tu vas mettre dessus, si tu vas mettre, je sais pas, du foie gras ou quelque chose dessus de ce type-là, en pâté, ça va vite avoir tendance à perdre du goût et puis de la texture. Donc, ce sera moins agréable à manger. Donc, voilà. Et puis, il faut souligner aussi le fait que le canapé doit être coupé très, très fin.
pour justement éviter que l'on se gave avant le repas. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Si tu le fais griller légèrement avant, c'est pas mal. Ça croustille un peu sous la dent, c'est pas mal à manger. Voilà. Alors, pour parler de sa garniture, qu'est-ce que l'on peut mettre dessus? Tout? Tout ce que tu veux, Élise. En fait, là, il n'y a vraiment pas de limitation selon ce que tu aimes manger et selon comment tu auras envie de décorer ton canapé. Tu pourras mettre... Donc, libre à la composition, quoi. Libre à toi, donc tu pourras mettre les beurres aromatisés par exemple, ou encore des légumes émincés pour ceux qui sont plus végétariens. Quoi d'autre? Des crustacés, du poisson, enfin vraiment tout ce que tu as envie de mettre dessus. Salé. Tout à fait, tu peux même, j'ai vu, mettre des fruits secs dessus, donc tu vois, vraiment il n'y a pas de limite à ce que tu peux mettre et comment tu peux préparer. Après voilà, tout est une question de goût et puis tu sais, hein, le final c'est aussi la décoration, ce que tu vas mettre dessus. Mais ça, qui va donner envie de manger. Qui va donner envie de manger. Mais ça, je t'en parlerai après. Là, je te propose que l'on aille avec Aurélie Chiron pour une petite recette. On regarde. C'est la médiathèque de Poindimé qui nous a demandé de préparer un cocktail à l'occasion de ces 10 ans d'existence à Poindimé. On nous a demandé de préparer pour 200 personnes. Dans le cocktail, on propose tous les produits de la terre, tout ce que nous avons ramassé dans nos plantations. Nous avons amené là et puis nous avons essayé de les transformer avec quelques produits qu'on a achetés au magasin. On a tellement l'habitude d'essayer de transformer les produits de la terre que nous avons, quand on nous a demandé de faire des cocktails, on s'est dit mais pourquoi pas transformer aussi les produits de chez nous pour faire les cocktails. Aujourd'hui, on a fait plusieurs menus avec le manioc. Parce que comme on a beaucoup de manioc, on a aussi le taro d'eau que nous faisons, le taro d'eau et la patate, que nous faisons des mini quiches, des pinces avec. Le manioc, on l'a râpé, parce qu'en râpant le manioc, on arrive à transformer en plusieurs recettes. C'est toujours moita, mais on le fait frire, on le fait au four, on le fait bouillir. Mais tout en mettant des ingrédients différents dans chaque recette. Chacune arrive avec ses idées. Il y a toujours de nouvelles idées qui sortent. Alors, parce que chez nous, on essaie aussi de transformer en faisant la cuisine chez nous. On arrive avec de nouvelles recettes et puis on essaie, puis ça y est, c'est bon. Tout le monde apprécie et puis voilà. Vous allez trouver des mini pizzas de patates, mini quiches de taro, boulettes de manioc transformées en amuse-gueule avec d'autres produits qu'on a. Du fromage râpé, de crevettes, de moules. Les mbouna a été préparé à la maison avec quelqu'un qui a essayé de transformer les chouchoutes et la pomme de terre en boudin. Ce sont des boudins. Celui-là, c'est fait avec la pomme de terre et saucisse. Celui-là, citrouille et poisson. Celui-là, chouchoute et poisson. Ça va servir à faire des canapés. C'est à base de légumes, papaye, carottes, concombre. On va faire la garniture avec les poivrons.
it's rain. Today 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 it's rain. Inside was not the place to be. People go crazy. It's an atrocity. In Congo, still not the place to be. They kill me badly. It's a calamity. Le cocktail, il est super intéressant parce qu'on a plusieurs goûts différents, il y a des mélanges de goûts. Et puis c'est fait maison, quoi. On le sent à la dégustation. C'est quelque chose qui est très excellent. Et puis voilà, félicitations à ceux qui ont préparé tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de les préparer et puis surtout que ça aura donné des idées à certains. Pour la Noël. Voilà, oui. tout à fait. Pour les petites surprises. Comme toi, par exemple. Et oui, voilà, quelques petites idées pour la Noël, pour les anniversaires, pour les petites soirées entre amis. Donc, en plus, c'est fait avec des produits d'ici, donc facile à trouver. Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner pour la petite décoration finale? Oui, alors juste une petite chose à rajouter, là tu l'as vu, en général on met toujours de l'herbe dessus, des herbes aromatiques, ça peut être du thym, du persil. Pensez toujours à bien les hacher parce qu'il y en a certaines personnes qui ont du mal à digérer ce genre d'aliments. Autre chose aussi, pour ce qui est par exemple des beurres aromatisés, on a l'habitude de la mettre sur la tranche de pain, mais autour aussi ça fait une petite décoration. Vu qu'on aura ôté la croûte qu'il y a autour du pain, là ça peut faire une petite décoration et puis ça change un peu de ce qu'on aura l'habitude de faire. Voilà. Et toi, pour finir, est-que tu aurais un petit truc à partager comme ça sur comment toi tu prépares tes canapés ou une idée de préparation originale que tu aurais trouvé? Oui, alors tu sais, moi je suis partisane du moindre effort, c'est-à-dire que en général, quand c'est le jour de Noël, on a 36 000 choses à faire en même temps, entre les plats chauds, les plats froids, en plus des apéritifs, non. Moi j'ai décidé, comme tous les ans d'ailleurs, d'acheter des petits biscuits salés en forme ronde que vous trouvez dans les supermarchés. Et ben voilà, écoute, il faut être astucieux parfois. Donc voilà, tu prends ces petits biscuits salés et dessus, tu vas mettre une petite... comment on dit, préparation. Donc moi, c'est en général, c'est les miettes de thon avec de la mayonnaise. Je vais mélanger tout ça et puis hop, sur le gâteau salé et puis une touche de persil. Et voilà, le tour est joué. Voilà donc la petite recette de Davina, si vous avez envie de faire pareil. J'espère que vous nous avez écoutés, puis passez de bonnes fêtes. Merci Davina. Merci Elise, au revoir tout le monde. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous. Bonjour Anna, donc nous parlons bien-être dans ta rubrique aujourd'hui et nous verrons en particulier donc comment la pratique du yoga peut nous aider à nous sentir bien dans notre peau et dans notre tête, surtout en ces moments où on est un peu stressé, moi d'ailleurs. Bonjour Élise et bonjour tout le monde. Ne soyez pas stressés, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous envahit au quotidien, que ce soit au travail ou à la maison, enfin partout, on est toujours stressé, on vit à 100 à l'heure. Donc le yoga, ça peut être un bon remède pour y remédier. Je reviens d'abord sur la petite histoire du yoga, parce que tout le monde ne sait pas d'où ça vient. Alors, le yoga, c'est assez récent quand même dans le paysage occidental, même si ça existe depuis, on va dire, des millénaires. Ça a été en fait élaboré en Inde, et ça existe depuis des millénaires, comme tu dis. Donc, mais il n'y a pas vraiment de date précise quant à la création du yoga. Mais les origines, c'est entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle qu'on commence à avoir des écrits qu'un certain Patanjali, à partir de cette date-là, il commence à codifier le yoga. En fait, il rédige ce qu'on appelle les Yoga Sutras et c'est tout simplement un texte donc, qui, c'est un peu, on va dire, un recensement de tout ce qui existe à cette époque-là. Alors, il existe donc plusieurs styles de yoga, c'est ça ? Oui, Élise, il y a plusieurs styles de yoga qui combinent en fait des postures, des exercices respiratoires et de la méditation.
Mais ça peut être soit d'une façon énergique, ça peut être plus doux, ça peut être calme, ça peut être animé. Voilà, il y a beaucoup de variantes en fait. Moi, je vais te citer, si tu veux bien, quelques types de yoga qui sont, on va dire, les plus courants. Hein. Alors, le premier, c'est l'Anusara. Alors, ça, c'est un nom bizarre. Donc, c'est une forme de yoga qui est assez récente, puisqu'elle a été créée en 1997 par John Friend. Donc, et puis, à l'époque, en ce moment, c'est pratiqué quand même dans près de 70 pays. La philosophie de ce type de yoga, c'est de célébrer le cœur et de voir ce qui est bon dans chaque personne et dans chaque chose. Un deuxième type de yoga, c'est le Iyengar. Je ne sais pas si je prononce bien également. Alors là, ce sont des cours disciplinés et rigoureux qui sont donnés. Et là, on insiste en particulier sur l'alignement des membres et surtout de la colonne vertébrale. Voilà, c'est ce qui est le plus travaillé. Ensuite, on a le Kripalu ou Kripalu, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors là, c'est plutôt une danse du corps, de l'esprit et de l'énergie avec une insistance sur les techniques respiratoires. Et cela favoriserait en particulier les systèmes cardiovasculaires, digestifs et puis nerveux aussi. Ensuite, on a le Vini Yoga. Alors là, se caractérise ce type-là par l'intégration du mouvement à la respiration et en fait l'enseignement il est adapté à chaque individu. Voilà un peu ça, ce sont juste quelques exemples que je donne, mais il y a encore beaucoup de variantes dans le yoga. En tout cas, ce que tu as énoncé là, je veux bien essayer. Ouais. Alors, est-ce que justement la femme enceinte peut pratiquer le yoga? Alors Élise, il existe même un yoga qui est dit yoga prénatal, donc qui est destiné spécialement aux femmes enceintes. Et là, on oriente bien sûr les cours sur les besoins spécifiques de la femme enceinte. On lui choisit des exercices qui l'aident en fait à surmonter les difficultés de la grossesse et puis ça prépare aussi aux étapes de l'accouchement, faciliter plutôt les étapes de l'accouchement. Et puis même après l'accouchement, ça favorise l'équilibre corporel après la naissance. D'accord. Alors donc tout le monde peut pratiquer le yoga? Oui, tout le monde peut pratiquer le yoga, quel que soit l'âge, la religion, ou même qu'on soit malade ou bien portant, on peut le faire. Et justement, pour répondre à tes questions et à vous, chers téléspectateurs, je vous propose de regarder le reportage de Duke Menongo qui a été suivre justement un cours de yoga. Alors moi j'ai commencé le yoga, mon premier contact avec c'était au lycée et c'était principalement pour apprendre à gérer mon stress pour les examens, pour le baccalauréat. Donc le premier contact c'était les exercices de respiration pour gérer son état de stress, pour apprendre à se détendre et relâcher les tensions. Donc ensuite je me suis intéressée de plus en plus, j'ai commencé à prendre des cours de yoga à Paris auprès d'un maître indien, qui m'a également initiée à tout ce que comporte le yoga plus loin que les postures physiques, parce qu'effectivement c'est toute une philosophie spirituelle derrière, qui comporte également des exercices de respiration, de la méditation, du chant, etc. C'est très vaste comme domaine. Donc j'en fais depuis au moins une bonne dizaine d'années, et j'ai fini par vouloir transmettre ça aux élèves après ma formation de professeur. On laisse les côtes s'écarter, la poitrine qui monte. Et à l'expire, on relâche, laisser le ventre se creuser, les côtes se rapprocher. Alors le yoga, c'est une discipline, une philosophie ancestrale millénaire qui nous vient d'Inde et qui est codifiée avec des textes sacrés, des sagesses, etc. Et qui signifie, yoga en fait signifie l'union entre le corps, l'esprit et le mental. Donc c'est cette union qu'on va rechercher pendant une séance de yoga. Sachant que le yoga, il y a, je pourrais dire, 4 parties principales qui le consistent. La partie physique via les postures qu'on appelle asana. Donc on va trouver divers types de postures, que ce soit des torsions, des étirements en avant, étirements en arrière. On travaille sur la colonne vertébrale, les côtes, etc. La respiration, pranayama, qui est une partie très importante aussi. On a beaucoup de techniques de respiration alternées, plusieurs types qui permettent d'approfondir la respiration, d'utiliser l'abdomen, le ventre. On parle de respiration abdominale, de respiration yogique.
C'est une respiration qui aide à détendre le système nerveux, à relâcher rapidement les tensions. En troisième partie, la relaxation qui est très importante aussi, qu'on trouve systématiquement dans tous les cours de yoga. Donc, en posture allongée, on se détend pendant un minimum de 10 minutes à la fin de chaque cours pour bien assimiler tous les bienfaits de la séance. Et enfin, la méditation, qui est une partie très importante aussi du yoga, qui est un petit peu plus spirituelle. Donc, tout le monde ne vient pas chercher ça forcément, mais qui fait partie du yoga et qui aide à se recentrer sur le moment présent, se recentrer sur soi, taire un petit peu l'agitation mentale, se détacher du passé, du futur, des préoccupations qui souvent nous envahissent. Donc l'idée de la méditation, c'est de faire un peu le calme en soi et juste être en concentration dans le moment présent, porter toute l'attention sur sa respiration. C'est très relaxant pour le corps et en plus de tous les bienfaits sur la santé de la méditation qui sont connus de plus en plus de nos jours. Donc c'est pour résumer un peu les différentes composantes d'un cours de yoga. Ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le type de yoga, c'est quand même toujours les mêmes postures. Il y a des postures principales qu'on retrouve quel que soit le nom. Les exercices de respiration sont les mêmes. Les principes donc de méditation, etc. sont les mêmes. C'est juste une différence dans la façon de faire, la façon d'enchaîner, le rythme aussi des postures. Par exemple, l'Ashtanga Yoga, on en entend parler beaucoup, c'est un yoga qui est beaucoup plus dynamique, où on enchaîne plus vite, tout simplement les postures, donc c'est plus dynamique. Le Hatha Yoga, donc c'est ce qui ressemble un petit peu plus à ce que je fais, c'est un peu plus tranquille, à bien respirer entre les postures, à prendre son temps, même si on travaille tout autant. Alors j'ai plusieurs profils d'élèves, on va dire. On peut venir à un cours de yoga pour rechercher de la détente physique, pour apprendre à s'étirer, à tonifier son corps, à rechercher de la souplesse. Il y en a qui viennent spécifiquement pour le stress, après une journée tendue au travail, pour évacuer un peu les tensions, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et d'autres encore peuvent venir par curiosité pour l'aspect spirituel qu'il y a derrière, donc ils sont vraiment plus ouverts à tout ce que comporte le yoga derrière. Et on ouvre les bras sur les côtés, on inspire, la poitrine vers le ciel, on s'étire. C'est vraiment ouvert à tout le monde, à tout âge. Pour les enfants, effectivement, on va faire un cours un peu différent, plus ludique pour eux autour d'un conte. Mais sinon, c'est vraiment ouvert à tous, c'est ce qui est formidable avec le yoga. Respirez bien. Détendez les bras vers le sol. Alors moi je fais du yoga parce que ça me permet à la fois de chasser une fatigue physique et nerveuse et de retrouver de l'énergie. À la fin d'une séance de yoga, je suis à la fois apaisée et pleine de vigueur, pleine d'énergie de nouveau. Et puis je fais aussi du yoga parce que je suis enseignante. Et donc mon métier consiste surtout à être dans l'attention aux enfants et aux autres. Et cette heure de yoga que je fais 2 fois par semaine me permet de porter attention à moi et de me retrouver moi-même. Et donc en ça c'est très, très positif également. Et puis dernière raison, c'est que ça permet de travailler la souplesse, ça permet de travailler les muscles également. Hein, donc ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est un sport quand même, je trouve. Et pied gauche tout devant entre les 2 mains. Pied droit, on tend l'arrière des jambes et on redresse le dos. Inspire. Je conseillerais en fait de commencer le yoga en étant encadré dans un cours officiel avec un professeur pour apprendre à entrer dans une posture sans se faire mal, tout simplement parce qu'on peut aussi mal faire une posture et se faire mal. Il ne faut pas trop l'idéaliser. Et aussi faire attention un petit peu aux contre-indications. Je pense aux gens qui ont des problèmes particuliers, qui ont eu des opérations, une hernie discale ou autre. Il faut faire attention aux postures. Mais c'est vraiment ouvert à tous. On peut l'adapter à tout problème et tout type de personnes. La règle principale étant de s'écouter, d'écouter son corps, de ne pas être dans la performance,
de le faire à son rythme, en respirant, toujours dans la détente. Si vous voulez passer par la charrue, allez-y, celles qui veulent. La méditation est une partie très importante, même si on n'en parle pas toujours pendant un cours. En fait, c'est juste de retrouver cette connexion avec soi-même, d'améliorer sa concentration et de s'ancrer dans le moment présent. Ça aide à se détacher un peu du mental qui nous embarque souvent dans le passé, à ruminer le passé, dans les projections du futur, à faire des projets. Et souvent, les gens ont du mal à vivre tout simplement dans le moment présent, à sentir leur corps, sentir leur respiration, sans s'angoisser pour le futur ou pour le passé. Et ça apporte un bien-être, un silence intérieur qui va calmer justement l'agitation mentale qu'on peut avoir et améliorer la concentration, améliorer le sommeil, améliorer la santé de manière générale. Aujourd'hui, la méditation est connue pour avoir énormément de bienfaits pour la santé. Voilà, donc en voyant ce reportage, on dit qu'en fin d'année comme ça me donne vraiment envie d'essayer. Après une année de travail, franchement, ça me ferait du bien. Alors, est-ce que... Oui, voilà, je ne vais pas hésiter. Alors, est-ce que justement, on peut trouver facilement des lieux où on pratique justement le yoga? Parce que tout le monde, on va dire, a entendu parler du yoga, mais ça reste quand même méconnu ici. Donc, je disais tout à l'heure que c'était assez récent dans le monde occidental, mais... ça s'est quand même bien répandu et de plus en plus de gens s'adonnent au yoga, veulent pratiquer le yoga. Et c'est arrivé même jusqu'ici, jusque chez nous, de plus en plus de personnes veulent s'y mettre. Mais ça peut quand même... c'est pas, on va dire, fréquent, enfin, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, mais ça existe, on peut pratiquer, même en Nouvelle-Calédonie, sur, on va dire, le Grand Nouméa, il y a beaucoup de... Enfin, il y a plusieurs centres qui sont là. Il faut juste regarder dans l'annuaire ou sur Internet. On ne peut pas, publicité oblige, donner de nom, mais voilà, une pratique régulière du yoga, ça peut... Enfin, ça semble permettre de soulager quand même des problèmes de santé sérieux et puis ça favorise une meilleure santé générale, donc pourquoi s'en priver? Effectivement, Anna, il faut qu'on s'y mette tous les deux. Et puis je terminerai avec cette citation. Donc, un esprit sain dans un corps sain. Mais bon, les vieux nous diront ici, allez faire du yoga au champ, c'est bon pour la santé. Merci Anna. Allez, à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Donc, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, jusqu'au 4 janvier, vous pouvez jouer avec NCTV. Donc, la chaîne vous permet de gagner plein de cadeaux. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci. Au revoir à tous.